Rebonjour donc à tous, moi je suis Virgile, de l'agilité et du test depuis pas mal d'années. Guillaume, du test depuis une vingtaine d'années, plus récemment dans la communauté agiliste, donc certification Scrum Master, puis Safe après pour l'agilité à l'échelle. Et l'idée de la session d'aujourd'hui, c'était de reparler un peu des tests. C'est vrai que les tests ont parfois un peu disparu du paysage. On a fait les sessions hier après-midi, des ateliers, des sessions ce matin. On parle beaucoup d'agilité, on parle des différents rôles. Mais finalement, le focus sur les tests, il est un peu perdu. Donc on s'est dit pourquoi pas consacrer 45 minutes à discuter des tests, de partager avec vous à la fois l'état de l'art, de là où en sont les équipes ou les gens qui ont adopté l'agile, et quels seront potentiellement les challenges ou les découvertes que vous allez faire dans les mois ou années qui viennent. Et autant le faire sous un format jeu. Donc pour bâtir ce questionnaire, on a utilisé plusieurs sources. Le World Quality Report. L'Observatoire des tests logiciels qui est mené par la CFTL. Ça, c'est ce qui avait été publié dans le programme. Depuis, vous avez aussi l'annual survey sur State of Agile. State of Agile qui est sorti. Donc on a intégré une partie des questions qui étaient dedans. Et encore plus récemment, il y a l'état des lieux de l'adoption de Safe en France qui a été publié en partie par Michel Levasselot il y a quelques jours. Donc à chaque fois, on retravaille ces questions-là. Ça peut être amené à débat. Il y a aussi notre expérience personnelle qui est derrière. Donc on espère qu'à la fois, vous vous y retrouverez, que vous apprendrez des choses et que vous serez préparés pour l'avenir. L'idée étant aussi de provoquer des discussions. Alors, on n'aura pas forcément le temps de faire et le quiz pendant la session et de poser ou de répondre à toutes les questions, mais on pourra y répondre après avec plaisir. Le petit mot pour les sponsors. On a déjà dû vous le dire sur les autres sessions. Merci à eux. C'est grâce à eux que ce genre d'événement a lieu. C'est grâce à eux qu'on peut partager et se présenter devant vous. Donc, qu'ils soient Platinum ou Gold, Silver ou partenaire, peu importe, on tient à les remercier. Et bon, en particulier notre société qui fait partie de cette liste-là. Mais ça, c'est accessoire. Tout le monde s'est inscrit, tous ceux qui voulaient, ils sont, on n'attend plus personne. Eh bien, on peut démarrer. 27 questions. Qui sont les deux personnages de la série que vous avez déjà vus sur la photo d'avant? L'idée pour nous, sur celle-ci, c'est aussi de recueillir qui est familier avec Game of Thrones. Donc, toutes les questions ne seront pas non, c'est juste difficiles. une question d'essai hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de Kahoot. On ne fait pas le support technique par contre. Voilà, donc on a un éliminé au premier rang. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, Varys et Tyrion, donc le grand chauve, c'est moi. Le plus petit chevelu, c'est Virgile. C'est moi. Bon, vous avez compris le principe. C'était un petit clin d'œil aussi par rapport au nom de la session, évidemment. Et si, au souci près de ceux qui n'ont pas réussi à répondre pour des problèmes techniques... Juste pour vous dire, vous aurez un certain nombre d'images de limbiques qui vont apparaître, tous sur la série. Ceux qui connaissent, ça peut parfois les aider, ça peut parfois les induire en erreur. Si vous ne connaissez pas la série, c'est pas grave. Vous pouvez parfaitement répondre à toutes les questions sans la connaître. Alors, SEPQ, pardon. Number one pour l'instant. Alors, deuxième question, le T0 de l'agilité, généralement. Là, c'est plus effectivement pour voir un petit peu à qui on s'adresse. C'est pas tout jeune. C'est la thématique des conférences, de la conférence sur ces 2 jours. Et par principe, l'outil va s'arrêter dès que tout le monde aura répondu. Au maximum 20 secondes pour répondre. Donc le T0 de l'agilité, on le donne généralement au moment de la signature du manifeste agile. Ça aurait pu aussi être la première victoire en coupe du Monde. C'est intéressant. C'est volontaire comme réponse ou
Ça aurait pu être la deuxième victoire en Coupe du Monde, mais a priori, celle-là, tout le monde l'a loupé. Ou le fameux bug de l'an 2000. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt le manifeste agile qui est donné comme le démarrage de l'agilité. Ça permet de conserver tous les courants, que ce soit du Kanban, du Scrum, de l'XP ou autre. Le manifeste agile, c'est assez consensuel, donc on démarre là-dessus. Donc effectivement, Agile a atteint sa majorité. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quid de la qualité du test? Quelle est sa maturité? SEPQ toujours, hein? C'est serré. Donc laquelle de ces propositions est une méthode d'agilité à l'échelle? On a beaucoup parlé de l'agilité à l'échelle depuis ce matin. Mais finalement, est-ce qu'on va parler de Deezer, de Spotify, d'iMusic ou de Netflix? Il y a des questions faciles pour que vous mettiez en jambes et que marquiez un peu de points et comprendre le principe. Magnifique. Donc, a priori, en tout cas, il est plus connu aujourd'hui que Spotify est une méthode d'agilité à l'échelle que la date du manifeste agile. C'est assez intéressant à noter. Ce dont on voulait parler à travers de cette question, c'est aussi de voir l'évolution des usages, l'adoption de l'agilité. Et ça nous ramène aussi à la question des tests dans les projets agiles, dans les initiatives agiles. Qu'est-ce qui va se passer quand on va effectivement passer sur du multi-projet, faire de l'agilité à l'échelle? Il faut bien comprendre que les travers qu'on a pu observer à l'échelle des projets, à l'échelle de l'entreprise ou de programmes, peuvent avoir un impact d'autant plus important, notamment en termes de qualité. Et ce qui est notable, c'est qu'il y a 20 ans, on parlait d'agilité sur des petites équipes. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus que d'agilité à l'échelle. Est-ce que le besoin s'est transformé finalement? Est-ce que c'est un effet de mode? On pourrait aussi aller dans cette direction-là, mais c'est l'agilité à l'échelle. De notre point de vue, sur le regard sur les tests, ça ne va encore pas bouleverser les choses. Alors, Seb, est-ce qu'il va tenir toute la longueur? Aujourd'hui, quel est le bénéfice le moins notable de l'agilité parmi les 4 propositions? C'est important, c'est parmi ces 4 propositions. Qualité, souplesse, visibilité, morale de l'équipe. Pour les illustrations, ça peut être soit sur le mot bénéfice, soit pour distraire certaines personnes. Qu'est-ce qui répond celle-là? C'est moi? Je ne sais plus. C'est moi? Donc c'est moi. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est la qualité. C'était pourtant une des promesses dans les années 2001, quand l'agilité est arrivée, de faire des choses qui fonctionnent, qui marchent, qui soient testées. C'est un concept qui a petit à petit disparu. Et c'est plus ce qui est donné comme le bénéfice notable le plus important. On va parler de souplesse au changement, on va parler de visibilité sur les équipes, il n'y a plus cet effet boîte noire. Et dans les dernières études, le moral de l'équipe est un bénéfice qui passe même avant la qualité. Quand moi qui étais sensibilisé au test, quand j'ai découvert ça cette année sur les derniers rapports, j'étais un peu triste. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être reparler un peu de qualité. C'est parfois aussi ce qui fait défaut sur certaines équipes. Certains projets agiles vont échouer parce que la qualité ne va plus du tout être au rendez-vous. Et on dit finalement l'agilité ça ne marche pas parce que le produit il est complètement pourri. Par contre, il faut dire que plus le moral de l'équipe est bon, meilleure est la qualité, non? Pas que. Pas que. Ah, attention. Fred est passé il y a une chute, là. en première position. Quel a été l'un des premiers impacts de l'agilité sur les équipes de test? L'adoption s'est faite, on a commencé à avoir de plus en plus d'équipes agiles. Alors, est-ce que finalement, les équipes de test ont eu plus de moyens? Parce que la qualité, c'était important. Est-ce qu'ils ont eu plus de pouvoir? Parce que il fallait que ça marche. Est-ce qu'on leur a donné des tas de formations pour testeurs agiles? On en trouve aujourd'hui assez facilement. Ou est-ce que finalement, il y a eu moins d'équipes de tests? On parle d'équipes de test où, avant l'avènement de l'agilité, vous aviez des équipes centralisées
qui prenaient en compte les tests pour les projets. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, moins d'équipes, c'est la majorité des réponses, c'est ce qu'on constate. Bon, c'est une évolution naturelle. On était arrivé effectivement, avant le lancement des premiers projets agiles, à un niveau de maturité où finalement les équipes étaient plutôt expertes et centralisées. Donc elles délivraient sur un certain nombre de projets. L'agile a fait que effectivement, les compétences ont été intégrées dans les équipes. Ça, c'est plutôt une bonne pratique. Donc le nombre d'équipes, mathématiquement, a diminué. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a quand même 12 répondants qui ont répondu plus de pouvoir. Alors moi, je serais très intéressé qu'on puisse discuter après. Ah, pardon, alors. Ça commence à discuter. D'accord, non mais c'est bien, vous avez raison, parce que finalement, l'interprétation n'est pas la même. Pour les autres, c'est pareil, tous ceux qui ont répondu dans les 12. On n'a pas fait le S de plus. J'aurais dû appuyer plus. Ce qu'on peut constater, par exemple, dans l'observatoire du test logiciel, c'est que donc, les pratiques agiles sont directement intégrées maintenant dans les questions qui sont posées aux répondants, et qu'on a plus de 60% finalement des testeurs qui sont intégrés dans les équipes. Malgré tout, on garde 15% en fait, d'équipes indépendantes et externes aux équipes agiles qui font du test, soit partiellement, soit complètement. Fred, toujours. Par contre, CFQ... il a disparu. Alors, quel type de test a cru exponentiellement avec l'agilité? Question relativement simple. Les tests de recettes, les tests unitaires, les tests fonctionnels. On teste encore en agile, bon, ça c'est pas très drôle. Je ne sais pas qui a mis cette réponse. Je l'entends parfois. Voilà. Tester, c'est douter, pour ceux qui sont au fond de la salle, qui n'ont pas entendu, c'est oui. Donc la réponse, c'est les tests unitaires. C'est vrai que c'est une des techniques qui est venue pratique côté développeur de faire du TDD, du test unitaire. Donc il y en a eu beaucoup, ce qui est une très bonne nouvelle finalement, parce qu'on a déjà un premier harnais de test automatisé qui est censé vous garantir une partie de la non-régression. Pour ceux qui connaissent la pyramide de tests, ce sera vraiment votre socle. Les tests unitaires, les premiers, c'est là où vous devez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ceux qui vont vous coûter le moins cher à maintenir, le moins cher à développer et à faire, c'est ceux-là. Donc c'est super. On a eu beaucoup de tests unitaires, mais c'est des tests unitaires de code. Donc il faut maintenant aller creuser un peu les sujets. Est-ce qu'il y a d'autres types de tests que les tests unitaires qui sont souvent l'apanage des développeurs quand même? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 25 personnes contre 33 quand même qui répondent aux tests fonctionnels. Alors après, c'est peut-être aussi que certains mettent les tests unitaires dans le test fonctionnel. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer sur la question. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que oui, il y a plus de tests fonctionnels. Les PO testent plus, recettes, etc. Les tests unitaires, ils n'ont pas progressé, voire c'est moins bon qu'avant. Donc l'inversion de la pyramide de test, elle n'est pas du tout là. On ne garde même pas juste la fondation et les étages supérieurs ont sauté, on prend la couche du milieu. Et encore. Et encore. Chris, number one. CFQ revient. Malgré vos efforts, si vous vous mettez dans la peau d'un développeur, un des tests unitaires ne passe pas. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai fait un pool dans mon environnement de dev local. J'ai récupéré le code de mes copains et leurs tests unitaires, parce que là, j'en ai. Par contre, ça passe pas. Donc, vous pouvez committer malgré tout. Vous pouvez supprimer le test. Ça marchera bien aussi. Demander de l'aide. Alors, par contre, magnifique. Alors, le café me surprend. Non, mais moi, je voudrais savoir qui est la montagne. Bravo. Donc, alors, on va expliquer, mais effectivement, je demande de l'aide, c'est la meilleure réponse. On avait mis « je vais au café », parce que c'est vrai que c'était plus un clin d'œil. C'est un espace de discussion. On peut discuter autour d'un café et finalement s'entraider, donc collaborer. On voit beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup, des gens qui committaient quand même malgré tout, ce qui bien sûr n'est pas dans les bonnes pratiques de développement agile, et la suppression du test encore moins.
mais sachez que ça se fait, donc c'est aussi un petit message à ceux qui peut-être le feraient par mégarde. Aller plutôt au café, faire une petite pause, et puis ça va rouler après. Mais c'est pas bien, faites-le pas, même si vous êtes la montagne. Chris. Je sais plus où on en est, vas-y, comme tu veux. Allez, je la pose. Quelle démarche de test fonctionnel est la plus répandue dans les équipes agiles? Parmi richement documenté, automatisé, exploratoire. Non mais sérieux, on teste encore? Ça fait 2 questions quand même, limite. Tester, c'est douter. Pardon? Le tome 2? Eh ben non. Non, pas du tout en fait. C'est ce qu'on pourrait croire, et c'est vrai que dans la pensée commune, on se dit que l'adoption de l'agilité fait que de plus en plus de tests vont être automatisés, ce qui peut être vrai sur les tests unitaires, mais ce n'est pas encore le cas sur les tests de recettes ou les tests fonctionnels. Il y a pas mal de raisons, on creusera un peu le sujet dans les questions suivantes, mais c'est surtout du test exploratoire. La majorité des répondants aux différentes enquêtes indiquent que les tests de recettes, c'est exploratoire. On y va, on teste, on essaye de cliquer. Alors ça peut être des PO qui le font, c'est vrai que c'est bien, on leur donne l'appli et ils jouent, mais c'est pas du tout ce que les gens ont à l'esprit en tout cas, sur cette typologie de test-là. Donc, mais on peut arrêter de tester, et bien sûr le richement documenté, c'est une des objections souvent quand on passe à l'agile, c'est que vous faites de l'agile, donc vous documentez plus rien. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas pour autant que c'est super richement documenté. Si maintenant on essaye de voir pourquoi. Chris est toujours là. Il y a les écarts qui se creusent quand même, faut faire attention. Si maintenant vraiment on se concentre sur les tests qui sont automatisés, quel pourcentage ça va représenter par rapport à un projet agile? Est-ce qu'on va parler de 22%, 33, 44, 55? N'hésitez pas à compter le nombre de dragons. Et à multiplier par 11. Ah, là, tu commences à faire du favoritisme. Ah, on peut changer sa réponse avant la fin des 20 secondes? C'est ça. Vas-y, va là-bas. Alors, il y en a qui sont pessimistes. Hein. Donc, effectivement, c'est 33%. Sur le pourcentage de tests de recettes qui sont automatisés aujourd'hui dans les projets agiles. Et effectivement, c'est plus que 22%, mais ça reste quand même faible. Après, forcément, il y a des explications à ça. Hein. On ne va pas tout dévoiler maintenant, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent par la suite et qui expliquent un peu pourquoi et comment éventuellement on peut augmenter ce pourcentage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour gagner du temps et augmenter le niveau de qualité des livraisons. Il y a 2000 points d'écart quand même, il faut réagir vite. Ou piquer lui son téléphone à Chris, mais après il va être trop loin. Continue. Alors, quelle est la première raison? L'automatisation des tests de recettes. La non-régression, gagner du temps, l'intégration continue, la réduction des effectifs. J'ai remarqué que les réponses vertes, c'est pas terrible quand même. Ouais. Alors, pour la réponse verte et pour l'évacuer tout de suite, c'est dans 6% des cas on automatise pour réduire les effectifs. Ça existe malgré tout et c'est ce qui fait parfois peur aux équipes. Mais ce n'est pas le premier driver. Le premier, c'est vraiment la non-régression. Ce qui peut aussi expliquer finalement ce faible pourcentage d'automatisation, c'est que le but premier, c'est de se prémunir, de se protéger contre la non-règle. On a souvent aussi un raisonnement de dire on va automatiser pour gagner du temps. Pas tant que ça, ou en tout cas, ça n'a pas encore pris le pas sur le reste. L'intégration continue, c'est si vous voulez mettre des tests dans une chaîne d'intégration continue, potentiellement, vous n'avez pas d'autre choix que de l'automatiser. Mais tant que ce n'est pas fait, ça veut dire que tout n'est pas testé et que tout n'est pas vérifié en temps et en heure. On continue? C'est parti? Allons-y. Chris
Où est Chris? Ça se resserre. Et il n'a pas abdiqué. Ah, mais il est toujours numéro 1 par contre. Alors où es-tu? Tu es toujours là? Ah, je pensais que tu étais remonté dans la liste. Ah oui. La non-régression est-elle incluse dans la définition du DON des équipes et des projets? Question très difficile. Bien sûr. Oui, oui, absolument. Théoriquement. On avait décidé de tout accepter, mais d'ailleurs, on peut faire un petit sondage pour ceux d'entre vous qui sont passés déjà à l'agilité. Est-ce que vous prenez la non-règle dans la définition du DON pour une story? Oui. Même dans la définition of ready. C'est-à-dire que dans la définition of ready, les tests d'acceptance doivent être déjà inclus pour ensuite être... Alors, il y a non seulement les tests d'acceptance de la story, il y a le fait d'avoir rien cassé à côté. Et Alors, bien sûr. Oui, juste, oui. on peut lever la main parce que moi j'ai entendu les oui, les non, mais pardon. Ouais. Donc ceux qui incluent la non-régression dans la définition du DON, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah oui. Donc pour ceux qui sont premiers rang, qui ne voient pas, vous êtes à peine 10. Donc c'est là où on est sur le théoriquement, mais c'est même pire que ça en fait. C'est que même théoriquement, c'est pas le cas. Qui devrait le faire et le fait pas? Ouais. Donc il y a une zone d'amélioration, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, c'est que après. Si c'est pas automatisé, ça devient compliqué. Mais après la qualité, on croise les doigts. Ah, il a repris de l'avance, Chris. Ah, j'ai pas vu où était Chris. Il veut rester anonyme. Next. Allez, 12. Alors justement, pourquoi n'automatise-t-on pas plus? Alors, est-ce que c'est un problème d'outils? C'est un problème d'envie? Un problème de compétences? Un problème de stabilité, justement, du produit qu'on construit, qui bouge trop souvent, trop vite? Donc la réponse la plus couramment donnée, c'est la stabilité. On a une équipe sur deux qui n'est pas outillée de toute façon pour automatiser. Il y a des gens qui n'ont pas les compétences. Il y a clairement des équipes qui ne veulent pas parce que ça prend du temps. Mais finalement, le principal retour, c'est que les applications ne sont pas stables. L'agilité amène beaucoup de changements. On est souple au changement. Mais ce qui fait que les interfaces vont changer, les objets vont changer. Et finalement, les tests automatisés deviennent très rapidement obsolètes. Et les maintenir, les faire évoluer, ça coûte cher. Donc on aurait pu aller à l'Iron Bank faire une demande pour avoir du budget supplémentaire. Mais c'est ça le principal frein à l'automatisation, c'est que ça change et c'est pas stable. C'est une des promesses de l'agilité. Peut-être faut-il garder à l'esprit que l'itératif, ça n'est pas suffisant, mais qu'il faut aussi aller vers de l'incrémental. C'est souvent un précepte qui est oublié. On fait l'itératif, mais on casse tout, on recommence, on refait, alors qu'il faudrait faire évoluer, compléter et améliorer ces principes-là. Un autre petit commentaire, des tests automatisés faits il y a 10 ou 20 ans, ils avaient vocation à durer 10 ou 20 ans, parce que vos applications allaient durer 10 ou 20 ans. Donc ils étaient super robustes, ils prévoyaient tout, ça vous coûtait très cher de les mettre au point, ça vous coûtait très cher de les maintenir. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune application qui va durer 10 ou 20 ans, c'est fini. Donc vous pouvez faire des tests automatisés qui vont être un tout petit peu moins robustes, qui peut-être partiront à la poubelle plus vite, mais vous y aurez passé moins de temps. Donc ne soyez pas triste si vous devez recréer un test et effacer ou diléter celui que vous avez fait. C'est pas grave, c'est dans les us et coutumes. C'est normal. Alors qu'avant, vous n'aviez absolument pas le choix. C'était 10 ans. Le portail de votre banque, pendant 10 ans, il n'a pas bougé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu vois, on en revient au moral de l'équipe. Ne soyez pas triste. Gardez le moral. Juste, c'est intéressant quand même de commenter parce que finalement, on a encore une fois les réponses qu'on vous propose, c'est basé sur des enquêtes. Donc, le pourcentage le plus important, c'est sur la stabilité. Néanmoins, effectivement, il y a des questions qui se posent. Par exemple, on voit qu'il y a 14 personnes qui ont répondu qu'ils n'avaient pas les bons outils.
ou pas les compétences pour 17. Donc c'est intéressant aussi de voir que le problème des compétences et de l'outillage perdure. Oui. Alors, parce qu'il y en a encore plus qui ont remonté que les environnements n'étaient pas stables et que c'était ça le frein à l'automatisation. C'est des questions qui sont ouvertes et les gens peuvent après répondre. Le total ne fait pas forcément 100%. Mais on pourra regarder les études après, vous les partagez, mais c'est ça qui est parfois biaisé. C'est que des gens sont pénalisés parce que les applications ne sont pas stables et en plus, peut-être qu'ils n'avaient pas les bons outils. Donc c'est... Après toutes les réponses sont bonnes en fait. Mais pardon. Du coup, ça veut dire que si les environnements sont pas stables, ils n'automatisent pas, mais ils continuent de tester manuellement sur des environnements pas stables. Donc ils préfèrent passer du temps manuellement à se taper de l'instabilité que de faire automatique. C'est peut-être aussi que finalement, il y a beaucoup moins de tests qui sont couverts, qu'on va passer du temps à faire du test manuel sur les stories qui sont en train d'être faites. Et c'est souvent la non-régression qui va en pâtir. Là où on fait l'impasse, on veut marquer des points. On veut avoir une vélocité, donc les tests, on se concentre sur ce qui est en train d'être fait. Et bien souvent, c'est ce qui n'est pas fait qui passe. Je me permets un petit retour d'expérience pour automatiser bien sûr. le test. Trouver une personne hyper rigoureuse, hyper carrée, qui va suivre toutes les égos et qui va prendre toutes les évolutions pour mettre à jour ce test. Et c'est la clé en ce qui me concerne, la clé de la pérennité. J'ai trouvé ma pépite et il me fait des tests aussi de niveau. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais c'est un très bon retour, c'est de trouver une personne qui suit toutes les démos, toutes les évolutions, qui s'occupe de faire tous les tests. Donc, il est le garant de tout ça. Donc, un profil dev tester. Et vous augmentez en fait le patrimoine de vos tests de non-régression. Et c'est quelle société, juste pour que les autres puissent le débaucher? Non? Bon, on n'aura pas plus d'informations. Il faut trouver un compromis où la pépite, c'est vrai qu'on a dit en introduction que les testeurs avaient été envoyés dans les équipes. Bien souvent, c'est des gens qui n'avaient pas de compétences de développement ou trop techniques. Au mieux, c'était des automaticiens. Pour suivre la fréquence, ils doivent soit évoluer. Donc aujourd'hui, on voit des développeurs qui deviennent testeurs, ce qui a été mon cas il y a un peu plus de 15 ans. J'ai fait ce chemin-là, donc qui apporte ce bagage technique-là. Il y a des gens qui faisaient du test, qui se forment sur des techniques de développement, sur des langages type Python ou Ruby qui sont quand même assez abordables. Il faut les trouver, il faut les chérir, les dorloter, les conserver, mais c'est pas impossible, on peut vraiment y arriver. Ouais. Merci. Je ne dirais pas le contraire. On n'arrive pas, personne n'arrive à déloger Chris de la première place. On a un peu débordé sur cette question-là, mais finalement, les tests de recettes sont censés être réservés à qui dans une équipe? Est-ce qu'il n'y a que les testeurs qui s'en occupent ou qu'une seule personne dans l'équipe, comme ça est cité? Est-ce que les développeurs peuvent aussi s'y intéresser? Est-ce que tout le monde doit s'y intéresser ou est-ce que finalement, on va refiler ça à la chaîne de build et puis peut-être qu'on ira voir le matin ce que ça a donné? Super. Donc effectivement, la réponse c'est tout le monde. Tout le monde devrait faire des tests de recettes dans les équipes. Donc après, bon, ça paraît un peu convenu comme phrase, mais la qualité est l'affaire de tous, c'est ça hein, finalement. Donc ça implique tout le monde. Monsieur donnait l'exemple d'un profil, une pépite dev tester, mais après même des développeurs qui ne vont pas forcément avoir des profils de testeurs, en tout cas sur la partie test de recettes. Les testeurs évidemment qui sont intégrés dans les équipes, les product owners, les dev leads, on parlera après des security leads, enfin tous les gens qui sont impliqués effectivement doivent ou devraient en tout cas être impliqués dans les tests de recettes. Et le point de vigilance pour l'avoir vécu, c'est qu'une fois que vous avez réussi à automatiser des choses et que c'est dans la chaîne d'intégration continue, il faut quand même penser à ce qu'il y ait quelqu'un qui aille regarder ce que ça donne quand ça tourne. Parfois on l'oublie, ça reste dans un coin. Donc il y a des bonnes pratiques à prendre une fois que c'est en place pour que ça
ça continue de perdurer d'un point de vue qualité. Ah, ça se resserre, ça se resserre. Ah, il est pas loin. C'est pas fini. Si maintenant on bascule, on laisse un peu le côté fonctionnel et performance et on regarde qui s'occupe, enfin fonctionnel et recettes, et justement on s'intéresse à la performance. Qu'est-ce qui s'en occupe finalement dans ces équipes agiles? Est-ce que c'est personne, ce qui fait qu'on aura le droit à des gros yeux de Tormund, ou est-ce que c'est les devs, des équipes centralisées ou un peu des deux? Là, je crois qu'on est complètement déphasé par C'est pas rapport à grave, ce qu'on avait prévu. tu peux mais, poser la question et répondre, ça va perturber personne. Je me repose pendant ce temps-là. Donc, effectivement, c'est encore les deux. La performance, c'est un peu particulier. C'est qu'il n'y a pas eu cette volonté d'envoyer des gens qui faisaient du test de performance dans les équipes. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans deux situations différentes. Soit la performance est clé et un réel objectif pour le projet. On peut penser au développement d'applications mobiles, aux sites web qui doivent avoir un temps de réponse de chargement qui sont vraiment critiques. Et dans ces cas-là, on a sensibilisé des développeurs à ces aspects performance et ils sont capables de dérouler eux-mêmes une partie des tests. Pour autant, on garde toujours des équipes centralisées qui, elles, vont veiller au grain ou sur des applications ou des produits, là où c'est moins critique, vont continuer d'être en charge de la vérification de la performance. Ouais, c'est aussi pour les équipes de dev, les équipes agiles qui intègrent cette pratique de shift left performance testing. C'est pas forcément monter en charge, hein. C'est simplement de valider la performance même unitaire au plus tôt dans le cycle de vie. Souvent, c'est une question de culture, c'est-à-dire que les développeurs qui ont l'habitude de faire ça vont amener leur pierre à l'édifice et vont intégrer ça dans les pratiques. Néanmoins, on garde des équipes indépendantes souvent pour les étapes suivantes. Donc pas forcément à chaque sprint par exemple, mais lorsqu'on a une livraison avec quelque chose qui permet de commencer à tester en charge, on a des équipes centralisées expertes qui vont s'en charger. Finalement, une très bonne transition, c'est qu'on a parlé de performance. Si maintenant on parle de test de charge, est-ce que là, c'est la même réponse? Je vous ai donné un gros indice, hein. Là, j'ai déjà répondu à la question. Et après, c'est moi qui les aide. Et il nous reste 15 minutes, c'est pour ça que j'accélère. Donc la réponse D. Alors, donc la réponse exacte, effectivement, c'est l'équipe centralisée. Alors après, effectivement, un peu des deux, ça peut se produire. Ce qui pose problème en général, c'est que finalement, quand on parle de test de charge, après ça dépend, hein, c'est discutable, ça peut être 50 utilisateurs simultanés, ça peut être plusieurs milliers. Il y a un grand écart qui peut être fait entre les volumétries utilisateurs. Néanmoins, souvent, on n'a pas forcément au niveau des équipes agiles les environnements pour répondre à ça. C'est aussi une raison pour laquelle, finalement, c'est l'équipe centralisée qui va continuer à apporter cette pratique de test de charge. Là, il y a un nouveau shérif en ville. Oui, déjà, deuxième fois. Déjà. Alors, les tests de charge sont de plus en plus réalisés pour se donner justement un angle différent qui peut expliquer aussi la réponse de certains à la question précédente. Là, je vous ai bien embrouillé. Si vous arrivez à trouver de la bonne réponse, chapeau. Il peut y avoir un piège avec les réponses à la question précédente. Donc, les tests de charge sont de plus en plus réalisés sur une plateforme dédiée, le laptop du dev, celui qui a perdu à la courte paille, le pauvre, la prod ou le cloud. Le cloud. C'est des nouvelles technologies qui vont changer aussi les us et coutumes. Il y a à la fois le fait que de toute façon, vous avez de plus en plus d'utilisateurs sur vos produits, sur vos applications, sur vos sites, même sur les clients lourds. Et ça vous demande de plus en plus de capacité. Le cloud va y répondre à la fois en termes de puissance et à la fois en termes de coûts et d'usage. Donc de plus en plus d'équipes sont en train de basculer leurs tests de charge sur le cloud. Ouais, ça permet aussi effectivement de provisionner des environnements qui vont répondre justement à la pratique du test de charge à la minute en optimisant les coûts. Donc on n'est plus effectivement bloqué par la raison qu'on évoquait sur la question précédente. Au niveau des équipes agiles, on n'a pas forcément ce qu'il faut, les moyens en tout cas, pour faire des tests de charge. Donc c'est une réponse technologique qui va permettre aussi de le faire, qui permet déjà de le faire d'ailleurs.
Dédié? Alors ça, c'est effectivement, c'est un débat, je dirais, qui pourrait durer des heures. Ça dépend, il y a des puristes qui vont dire on fait des tests sur la production parce que c'est le seul environnement qui fait référence, on n'a pas d'équivalent avant la prod. Bon, ça c'était il y a 20 ans. C'est simplement qu'on n'avait pas d'autre environnement que la prod pour tester. Après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il vaut mieux tester sur un environnement qui est peut-être moins bien dimensionné, qui n'est pas exactement la production, que de ne pas tester ou de tester en prod? Après, aujourd'hui, il y a d'autres problématiques, on en parlera sur le fait de tester en prod, liées à la réglementation qui font que c'est de plus en plus compliqué de le faire. Mais effectivement, le cloud permet d'arriver à des environnements qui se rapprochent de la production en maîtrisant ses coûts. Une autre question, vous avez séparé plateforme dédiée et cloud, ça veut dire que l'environnement sur le cloud, elle n'est pas dédiée au test? Alors, c'est une bonne remarque. Si, elle peut être dédiée, elle est dédiée en général, puisque quand on fait du test de charge, il vaut mieux éviter qu'il y ait d'autres choses qui se passent en même temps, ça pourrait influencer effectivement les résultats. Maintenant, ce qu'on voulait simplement faire passer comme idée, mais ça c'est notre point de vue, c'est que le cloud, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser encore une fois à la demande. Donc ce n'est pas une plateforme dédiée au sens où elle reste là dans le temps. Pour les tests de charge, on la provisionne, on l'instancie quand on en a besoin et on la décommissionne. Donc il y a un gain de temps et aussi un gain financier. On avance un petit mot pour Titi qui remonte. 9 minutes. 9 minutes. On avance. Donc, on a parlé de la performance, de la charge, du fonctionnel. Qu'en est-il de la sécurité? Comment est-ce qu'on fait pour tester la sécurité? Les fans de la série frissonnent. C'était un des bons moments de cette série. Est-ce qu'on fait des pen tests, ou est-ce qu'on installe une alarme Verisure? Donc il y en a quand même 4 qui sont ambitieux. Ouais. Ça dépend du coût de l'abonnement en même temps. Ça peut être intéressant si ça fait le job. Un test au stylo. Alors, non mais bon, c'était effectivement pour le jeu de mots sur la phonétique, mais c'est penetration testing, un test de pénétration. Alors après, là, on fait appel effectivement à des connaissances qui ne sont pas forcément... c'est des connaissances de ce qu'on appelle AppSec, Application Security. En fait, simplement pourquoi on parle de pen test? Parce que c'est le test qui est fait le plus souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait au plus tôt dans le cycle de vie, puisqu'on a besoin d'avoir une application qui est à peine running. Et souvent, c'est fait par des sociétés qui sont indépendantes et des sociétés donc externes et qui vont dire, voilà, j'ai audité votre produit, il passe toutes les coches, on a coché toutes les cases, c'est bon. Après, on va en débattre, mais... Et c'est aussi le genre de questions qui permettent de départager, si jamais c'est un peu serré au début, au niveau des scores, c'est pas... Mais après, on pourrait penser au pain test, là, faire mal à l'application. Bon, c'est bien penetration testing. C'était un piège. Fred est repassé devant, c'est toujours le même Fred? Donc si on regarde maintenant les approches agiles, parce que ça fait 20 ans qu'on est là, et quel est le facteur le moins important dans la réussite? Qu'est-ce qu'on va regarder le moins quand on voit si ça a marché ou pas? Donc toujours pareil, hein, les 4 réponses sont possibles, pas tous valorisées au même montant, on n'est pas sur un total de 100, mais elles sont toutes données. Et en l'occurrence, c'est les 4 premières. Eh ben non. Donc la qualité, c'est la dernière, c'est la moins importante des 4. C'est pas ce qu'on va regarder en premier. Le premier, c'est la satisfaction client. C'est bien souvent ça qu'on va regarder sur l'agilité, l'implication du PO, du customer, donc ça restait cohérent. La valeur délivrée et le respect du planning arrivé en troisième. Il peut y avoir débat sur la notion de respect de planning. On pourra en débattre après vu le temps qui nous reste, mais est-ce que c'est le fait de livrer à chaque fois sur une bonne fréquence et on va conserver, ou est-ce que c'est aussi un contenu et une date de livraison qui est respectée, où là le principe est un peu moins agile? On ne rentrera pas dedans, mais on pourra en discuter au goûter. La satisfaction client, est-ce que ce n'est pas composé de la valeur, du respect du planning et de la qualité? Si vous livrez une appli géniale dans les temps, mais qui apporte dès que je change de page... C'est là où il peut y avoir du débat sur le sujet, mais est-ce que votre client est content ou pas?
Est-ce que des fois, il y a des choses qui ne livrent pas beaucoup de valeur, mais qui simplifient la vie et on va être vraiment content. C'est sûr que si ça plante, c'est un problème. Mais c'est vrai qu'en fait, là, l'enquête, la qualité était bien citée comme une réponse possible. Donc c'est une excellente question, hein. De mon point de vue, en tout cas, je suis entièrement d'accord. Dans la customer satisfaction, la qualité est un des piliers. On a appris beaucoup de... Pardon. Une question, enfin, une remarque, ça me fait frissonner que la qualité soit le moins, puisque c'est lorsqu'on prend le triangle entre qualité, valeur de ce qu'on livre et temps passé, c'est la qualité qui ne bouge pas dans le triangle. Et on est d'accord, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous le présenter, pour vous montrer là où la qualité arrivait et pourquoi est-ce qu'on parle des tests. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va comparer 5 minutes, juste pour... cette assertion sur les approches agiles aux approches DevOps, qui sont en train de disrupter un peu le monde agile, parce qu'on a fait de l'agilité, maintenant on veut de l'intégration continue, on veut du test en continu, on veut du tout en continu. Donc la même question sur ce qui est le moins important dans les approches DevOps. Est-ce que c'est la satisfaction client qu'on va retrouver? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est l'amélioration de la vitesse ou la diminution du risque? Là encore, c'est les 4 réponses les plus fréquemment données. Eh bien, la satisfaction client passe dernière des 4. La numéro 1 est la vitesse, ce qui est vraiment cohérent avec l'adoption du DevOps. On veut aller beaucoup plus vite, on veut automatiser et aller vite. Donc ça, c'est normal. Le deuxième, c'est la qualité. Donc la qualité reprend un peu le dessus et c'est pour ça qu'on vous en reparle aujourd'hui. Ça devient à nouveau important. La satisfaction client derrière, il n'y a rien d'étonnant. DevOps, c'est des pratiques techniques pour aller plus vite. Donc c'est juste un prisme différent pour regarder la même chose. L'agile était centré sur le client et sur ce qu'on lui fournissait, le DevOps sur la vitesse et la technique. C'est normal. Je suis désolé Virgile, je vais être obligé de passer en mode DevOps là, au niveau du timing. On y va, 5 minutes, j'ai vu. Allez Fred, il n'y a plus longtemps à tenir. L'approche de test en vogue est, là aussi c'est pour départager un peu les ex-aequo éventuels. Le Gherkin, le Gherkin, le Gherkin ou le Gherkin. C'est moche, je sais. Mais parfois, il peut y avoir des ex-aequo, des gens qui sont très proches, donc il faut qu'on arrive à départager un peu ce qui est fait. On a parlé d'alliance dans l'intitulé de la session. Donc la bonne orthographe, c'est celle-ci. L'idée, c'est de rapprocher dans ces cas-là, on parlait de qui est sur le trône des tests dans la thématique de la session, c'est que les testeurs, les PO et les développeurs, on le voit, il faut des multicompétences. Un moyen de réunir tout le monde et de faire qu'ils travaillent ensemble, c'est des approches BDD. Le Gherkin en est une illustration, mais ce n'est pas la seule. Mais l'idée, c'est de créer des alliances entre les différents profils et que tout le monde parte de la même base pour travailler. Ouais, le langage naturel aussi, qui répond mieux au métier du coup. L'étape d'après du formalisme Gherkin, par exemple, c'est de tout enlever, même les mots-clés. On y travaille. Allez Fred. Quel nouveau facteur? Je peux parler un peu quand même? Quel nouveau facteur pour la maîtrise des données de test encore plus critique? Attention, question, l'automatisation, la sécurité, la réglementation générale pour la protection des données, la RGPD, la performance. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Très bien. Donc effectivement, cette nouvelle réglementation fait qu'il y a certaines pratiques qu'on pouvait avoir, notamment de faire des exports des données de production et de pouvoir les utiliser pour constituer son patrimoine de test. Ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et par exemple, la technique qui consistait à faire une copie de la base de prod et l'utiliser en test, c'était déjà pas recommandé. C'est plus du tout possible. Il ne faut plus faire ça. Enfin, en théorie. Après, on peut payer. Hein. Voilà. 2 minutes. Allez. Voilà, ça va être tendu. Quelle est l'unité de temps que les testeurs ont en tête aujourd'hui pour avoir un environnement pour réaliser leurs tests? 2 mois. Pourquoi pas? On n'était pas monté jusqu'au mois. On avait parlé de minutes, d'heures, de jours, de semaines. Le mois, c'était il y a vraiment très longtemps. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait attendre à peu près 3 semaines pour commander une machine virtuelle. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même hypothèse. Donc aujourd'hui, on est sur l'esprit de la minute. Donc on va voir un rapprochement des équipes de test avec les équipes de dev
ou de la production, parce qu'aujourd'hui, vous avez du Cloud Foundry, vous avez des cloud providers qui peuvent vous donner des machines, des templates qui sont conditionnés. Vous cliquez sur un bouton et vous avez vos environnements qui sont frais et dispo. Donc, on va aller piquer aux développeurs leur technique pour avoir la même chose sur les tests. 1 minute. 1 minute. On est parti. C'est bon. Que font les testeurs isolés dans les équipes pour échanger entre eux? Donc on a parlé des équipes dédiées qui avaient largement baissé puisqu'on avait des testeurs qui étaient intégrés dans les équipes agiles. Néanmoins, ça reste important de pouvoir discuter les uns avec les autres et de pratiquer, d'échanger sur sa pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. C'est une question facile. Tout le monde maîtrise, donc là, il faut un gagnant. Allez. Fred l'a pris de l'avance encore. Avec le DevOps, plus besoin de tests de performance? Tester, c'est douter. La performance, c'est pareil. De toute façon, il y a déjà plein d'équipes qui n'en faisaient pas du test de perf, donc c'est pas grave. Ça peut être une bonne nouvelle, parce qu'on peut enfin arrêter. Les mêmes vieux tests de perf marchent encore. FIN. Non, c'est pas une des réponses, c'est celle-là. Mais ok, on va s'adapter, c'est survivre. Pour répondre très rapidement, il y a des disrupteurs technologiques qui sont en train d'apparaître, comme la conteneurisation, comme les microservices, les APIisations. Vous allez avoir la notion d'architecture horizontale, scalable horizontalement. Les mêmes tests d'avant continuent de marcher. Par contre, c'est bien d'y repenser et d'ajouter des nouveaux critères pour vérifier que ces mécanismes de scalabilité sont en place et fonctionnent. C'est pour ça qu'il faut s'adapter au jour d'aujourd'hui. Allez, on a dépassé le timing. Arnaud, on a une Il nous petite reste marge deux questions. ou compliqué? Parce Allez. que là, ils attendent pour savoir qui gagne. L'amélioration des tests de sécurité passe par... Voilà, la question qui fait mal à la fin. Donc là, c'est hasard complet. Je ne vais même pas lire les réponses. C'est bon? Il faut. C'est pour ouvrir aussi les chakras et voir qu'il y a des choses à prendre en compte et que la sécurité, ça devient critique et que c'était le SAST. Bon, le SAST, en fait, c'est l'analyse statique de code. On parlait de penetration testing tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est la meilleure pratique, c'est pour éviter la dette technique et la dette de sécurité, c'est d'intégrer ça dès les phases de dev. Et on en reparlera au goûter. Et on va faire un skip. Pour ceux qui veulent les autres... On va arrêter là, parce que de toute façon, la dernière question... Il y a Arnaud qui est en train de me dire attention. Donc vas-y. Mais si... Tu veux la dernière question? Il en reste une au moins qui est bon, alors, c'est une question... Allez, 20 secondes. La pratique qui devient essentielle pour les tests aujourd'hui. J'en ai parlé un peu si on veut accélérer en même temps que vous répondez. Donc on parle des smoke tests, de la virtualisation des services, tester en prod. Donc effectivement le vert, c'est là où on a mis à peu près toutes les réponses pourries. Et la réutilisation. Ah, qui a mis le vert alors? C'est derrière. Merci Raphaël. Donc c'est la virtualisation des services. Parce que vous avez des applications qui sont de plus en plus complexes avec de la microserviciation, de l'API. Si vous voulez pouvoir faire des tests sur des environnements représentatifs, c'est vers ça qu'il faut aller. Smoke test, ça devrait déjà être en place depuis bien longtemps. Si ce n'est pas le cas, on peut en reparler avec un café.